Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine donne de la voix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a appelé ce dernier à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Manifestations et rassemblements sont désormais interdits dans la capitale soudanaise Khartoum, une décision des autorités annoncée via un communiqué des comités de résistance qui s'apprêtaient à lancer un nouvel appel à manifester pour exiger le retour à un régime civil. Et la consultation nationale tunisienne ne jouit pas du succès escompté. Moins de 3% de la population a répondu au questionnaire à choix multiples en ligne depuis le 15 janvier. Les autorités ont donc décidé de renforcer la campagne de sensibilisation à 10 jours de la fin de cette enquête. Mais tout d'abord, en Guinée, fini l'état de grâce pour les putschistes. La junte militaire au pouvoir est désormais remise en question. 58 partis politiques, dont ceux des opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont signé une déclaration commune pour dénoncer des dysfonctionnements. Les signataires reprochent à la junte d'avoir violé à plusieurs reprises la charte de transition, avec notamment un manque d'inclusion et de dialogue. Rappelons que depuis la prise de pouvoir par les militaires en septembre dernier, la liste complète des membres composant le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, qui tient les rênes du pays, n'a toujours pas été publiée. Un appel à un cessez-le-feu durable, c'est la solution prônée par le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis 2 semaines. Une solution présentée comme la principale issue de sortie de crise, alors que de nombreux ressortissants africains sont toujours bloqués aux frontières de l'Ukraine. C'est ce qu'il a fait savoir le 9 mars à son homologue russe, Vladimir Poutine. Un sujet de Joël Ballot, commentaire Absen Baibio. L'appel à l'aide des millions d'Africains bloqués au milieu du conflit ukraino-russe trouve un écho favorable. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est entretenu avec le président russe, Vladimir Poutine, le 9 mars 2022. Il appelle au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à des négociations politiques et au cessez-le-feu qui mettent en péril la vie de millions de personnes depuis le 24 février 2022. Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le président Poutine en ma qualité de président de l'Union africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine. Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Pour une sortie de crise efficace, plusieurs pays africains ont établi des ponts aériens avec l'Ukraine. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal se sont mobilisés pour l'envoi de vols spéciaux en direction de l'Ukraine. Objectif, le rapatriement des étudiants et familles bloquées à la frontière ukrainienne. Cet échange téléphonique intervient dans un contexte de dialogue de sourds entre les Occidentaux et la Russie. Donc on peut voir déjà le repositionnement diplomatique de l'Union africaine dans le cadre de la résolution de ce conflit et dans le cadre d'un repositionnement diplomatique permettant à l'Union africaine d'être la troisième voie en cas de blocage dans le cadre des négociations entre les États-Unis, l'Europe et la Russie. Il ne faut pas également oublier que l'Afrique dispose d'une forte colonie notamment d'étudiants et les couloirs humanitaires qui ont été négociés entre la Russie et l'Ukraine, c'est un passage via la Russie à travers Moscou pour pouvoir rejoindre les capitales africaines. Plusieurs pays, en l'estar du Cameroun, recommandent aux ressortissants de se rapprocher des ambassades nationales en Ukraine ou dans les pays frontaliers pour une prise en charge. Ils interpellent la Russie sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine dans l'optique d'une recherche de solutions concertée et en retour rapide à la paix. C'était donc un sujet de Joël Ballot et de Absen Bibou. La marche du million arrive-t-elle à son terme malgré elle? Au Soudan, les autorités ont annoncé l'interdiction des manifestations et des rassemblements dans le centre de la capitale, Khartoum. Une décision qui survient alors que les mouvements populaires se multiplient dans le pays depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier.
Au moins 81 personnes y ont d'ailleurs laissé leur vie. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Les autorités soudanaises interdisent désormais les rassemblements dans le centre de Khartoum. Cette décision a été annoncée via un communiqué à la suite de l'appel de manifestations populaires des comités de résistance pour exiger un régime civil. L'interdiction des manifestations au Soudan est motivée par la ferme volonté du pouvoir militaire soudanais de juguler l'ampleur des manifestations initiées par la société civile, lesquelles manifestations ne désemplissent pas jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. D'après le comité de coordination de la sécurité de l'État de Khartoum, dirigé par le gouverneur de Khartoum, Ahmed Othman Hamza, la zone centrale de Khartoum est une zone réglementée de la voie ferrée au sud au commandement général de l'armée à l'est et s'étend jusqu'au Nil. À cet effet, les rassemblements n'y sont pas autorisés. L'objectif principal du pouvoir soudanais, c'est de se doter d'outils juridiques pour la répression des manifestations, parce qu'ils usent déjà des outils policiers et pourquoi pas militaires. Maintenant, il faut avoir aussi un outil juridique pour briser ces mouvements. Soulignant que c'est depuis le 25 octobre 2021 que le Soudan est témoin de manifestations contre les mesures exceptionnelles imposées par le chef militaire Abdel Fattah al-Burhan. Ces mesures concernent notamment la déclaration de l'état d'urgence et la dissolution du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres. J-10 avant la fin de la consultation nationale en Tunisie. Un mois et demi après son lancement, cette initiative du président Kais Saïed patine. Seules 276 000 personnes ont participé à cette enquête en ligne sur les près de 12 millions d'habitants que compte le pays. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. La consultation nationale initiée par le président tunisien Kais Saïed suscite peu d'engouement. Moins de 3% de la population tunisienne a répondu au questionnaire à choix multiples en ligne. Depuis son lancement le 15 janvier dernier, à 2 semaines de la fin de l'enquête, le chef de l'État tunisien appelle à la poursuite des efforts de sensibilisation. La consultation a commencé, malgré la tentative de décourager les Tunisiens de participer à la consultation et à ce référendum électronique. Il y a beaucoup d'obstacles qu'ils ont mis un peu partout, et le but est de contrecarrer cette consultation populaire et m'empêcher de retourner vers le peuple. Cette consultation populaire ne fait pas l'unanimité, tant sur le plan démocratique que technique, car seuls 45% des foyers tunisiens disposent d'une connexion Internet. En réponse à cette critique, le président Kais Saïed a suggéré le 8 mars d'offrir aux citoyens un accès à Internet gratuit afin d'augmenter le taux de participation, ce qui ne suffit pas à annihiler la réticence des plus réfractaires. Les réserves les plus importantes d'iWatch à l'égard de la consultation nationale par le biais de la plateforme électronique e-Istishara sont l'absence de garanties adéquates de protection des données personnelles des citoyens et l'absence de délivrance d'un rapport d'expertise par l'autorité nationale pour la protection des données personnelles, le manque de transparence, l'absence de publication d'une méthodologie pour traiter les informations qui seront collectées et le manque de considération des capacités logistiques fournies par l'État aux citoyens pour le succès de cette consultation. Cette consultation nationale inédite se tient jusqu'au 20 mars. Les conclusions serviront à préparer les réformes politiques pour l'organisation d'un référendum en juillet 2022 en vue d'amender la constitution tunisienne de 2014. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, la société Aspen Pharmacare a annoncé le 9 mars qu'elle fournira son propre vaccin aux pays africains à partir du mois de juin prochain, et ce dans le cadre d'un accord avec le laboratoire Johnson & Johnson signé la veille. Cet accord lui permet de conditionner, de vendre et de distribuer les vaccins sous la marque Aspenovax. La société sud-africaine a indiqué qu'elle serait en mesure de fournir 35 millions de doses par mois d'ici juin. Rappelons que l'Afrique du Sud a inauguré la première unité de fabrication de vaccins anti-Covid en janvier dernier. Le pays a fait également partie des 6 pays africains choisis par l'OMS pour produire les vaccins pour lutter contre le coronavirus.
La gente féminine n'est pas assez visible dans les médias sénégalais. C'est le constat de spécialistes qui chiffrent à 13% le nombre de femmes invitées à prendre la parole dans les médias traditionnels du pays. Pour inverser la tendance, une plateforme internet dénommée Les Experts Sénégalais a été lancée le 10 mars. Le but, assurer le recensement professionnel des journalistes en vue de rendre les femmes visibles. Les explications de Amenej. Au Sénégal, une plateforme a été instaurée pour promouvoir l'expertise des femmes dans les médias du fait de leur manque de visibilité malgré leur poste de responsabilité. Dénommée Experts Sénégal, la nouvelle plateforme internet vise à identifier les professionnels dans plusieurs domaines aux fins d'annuaire à destination des journalistes. Une étude du Global Media Monitoring Project démontre que les femmes ne représentent que 13% des personnes invitées à prendre la parole dans les médias traditionnels au Sénégal. La première explication à leur sous-représentation dans les médias, c'est que la femme sénégalaise, culturellement, elle vit dans une société patriarcale, c'est-à-dire qu'elles doivent se battre durement pour obtenir la reconnaissance qu'elles méritent, et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de les représenter dans les médias, que ce soit en tant que journaliste vedette ou experte invitée à prendre la parole. Les femmes sont vraiment sous-représentées dans la sphère médiatique et aujourd'hui, elles devraient pouvoir s'imposer sans être sollicitées. Par ailleurs, les journalistes ont tendance à plus se tourner vers les hommes. Les médias font très peu appel à des femmes expertes et quand c'est le cas, on les invite pour parler de maquillage, de coiffure, de maternité, de mode, mais rarement pour parler d'aéronautique par exemple, de banque ou de sujets dits plus sérieux et loin de leurs conditions féminines. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent la situation. Par exemple, à l'issue d'une étude, les journalistes ont annoncé que du fait de leur carnet d'adresses qu'ils peinent à renouveler et l'état d'urgence dans lequel ils travaillent, pour eux, les hommes sont des meilleurs clients que les femmes car ils répondent plus vite. Le Sénégal vise non seulement la classe intellectuelle de la couche féminine, mais également celle non instruite et ayant toutefois un domaine d'expertise. La plateforme est prévue être diffusée le 10 mars 2022 et au moins 200 experts sont attendus pour les inscriptions. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan-Massa se poursuit jusqu'au 12 mars. Cet événement culturel se tient cette année sous le thème « Les industries créatives, le défi des contenus ». Notre envoyé spécial Ange Noménio est sur place pour nous faire découvrir les richesses du continent. Chaque jour, il donne la parole aux participants. C'est la rubrique du Festivalier du jour. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique consacrée au Festivalier du jour. Nous sommes au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et je suis en présence de... Koné Kaonama Stéphanie. Voilà, et je viens de la région du Hambol. Dans la région du Hambol, qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je présente un peu les articles de chez moi. À l'Hambol, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas que dans le Hambol, nous avons aussi des petits secrets. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons aussi, je commence comme le beurre de qualité. D'accord. Et du beurre de qualité, on a deux types de beurre de qualité chez nous. On a le jaune, on a le blanc. D'accord. Alors, ça c'est le jaune. C'est le jaune. Oui. Voilà. D'accord. Et c'est le jaune toujours qui est là. Et le blanc, c'est ce qui... Voilà. Le blanc qui est là. Donc, nous avons deux types de noix de beurre de qualité. D'accord. Voilà. Chez nous, il y a un qui est long. Il y a un qui est court. Et celui qui est long, c'est celui qui donne jaune. D'accord. Quels sont ces bienfaits, les bienfaits de ces cas? Les bienfaits du beurre de qualité, vraiment c'est très bon. Le massage, quand tu as des douleurs, tu peux masser ton pied avec ta paume, ta colonne vertébrale. Voilà. Pour les bébés, il y a les bébés têtus, hein. Quand ils sont nés, ils crient. Voilà, tu les masses bien avec. Et ils dorment tranquillement. D'accord. Le savon Carapa est très bon, c'est antibiotique. Contre les plaies. C'est ça qui est... Les mauvaises plaies, c'est ce qu'elle a. L'autre huile. C'est le savon qu'elle a, c'est l'huile qui est... C'est le savon. Ça, c'est le savon qui est là. D'accord. Et c'est l'huile qui est... D'accord. Le savon, il est bon. Ça me fait 2 ans que j'assiste au Massa. Ça me fait 2 ans que j'assiste au Massa. En tout cas, à la fin, je ne suis pas découragée. Ça ne me décourage pas.
Parfait, parfait. Merci beaucoup, merci. Et chers téléspectateurs, c'est tout pour cette rubrique consacrée au festivalier du jour. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.